Aujourd'hui, je vais vous parler de la BD SOS Bonheur, qui est une succession de mini-BD de politique fiction, scénarisée par Jean Van Damme et dessinée par Griffo. C'est un pseudonyme, hein. Alors, ça raconte le destin de croisée de plusieurs personnages qui sont en prise en but à de grosses difficultés parce qu'ils sont complètement écrasés par un État-providence qui gère tout, une espèce de totalitarisme bureaucratique qui s'impose à eux au niveau aussi bien de la santé, du travail, du contrôle des naissances, et qui fait tout ça au prétexte de faire leur bonheur à leur insu en fait. Certaines personnes appellent cette BD le 1984 de la BD, on verra à quel point ce surnom est approprié ou pas, et on va voir surtout ce que c'est qu'SOS Bonheur. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais un petit peu vous dire comment j'ai découvert ce livre et surtout de quoi je vous parle exactement. Puisque cette édition-ci, que je vous montre, c'est une édition intégrale qui a été publiée en 2016 aux éditions Air Libre. À la base, à l'époque, c'est sorti de façon épisodique en 3 tomes, avec 2 séries de 3 épisodes, des mini-épisodes comme je les appelle, et un 3e épisode plus long. Je reviendrai sur ça plus tard, mais il faut le savoir. Ici, donc, c'est une intégrale qui permet alors de profiter de l'ensemble, ce qui est toujours sympa, quoi. Moi, je connaissais pas du tout SOS Bonheur à la base. Je suis pas du tout spécialisé là-dedans. Et les infos que je vous donne actuellement, c'est une synthèse de ce qu'on peut trouver en préface et en postface, en fait. Il y a une interview de Jean Van Damme d'époque, il me semble, au début. Et à la fin, il y a un mot qu'il a une postface qu'il a écrite dans les années 2000. En 2000, d'ailleurs. Et en petit caractère, vous avez aussi un texte très intéressant de quelqu'un qui est proche des acteurs des SOS Bonheur. Et c'est de là que je tire les informations que je peux vous donner maintenant. Je voulais aussi vous dire qu'il y a des très belles illustrations, c'est une belle édition, c'est un bel objet. Et donc bon, voilà, on va dire que c'est l'édition définitive forcément, puisque c'est l'édition totale et finale, quoi. Alors moi je connaissais pas, mais c'est apparemment assez iconique dans le parcours de Van Damme, ça fait partie des jalons importants de sa carrière pour ceux qui connaissent. Mais moi, la première fois que j'en ai entendu parler, c'était en 2021. Vous voyez tout de suite de quoi je peux parler, c'est la crise du Covid, hein. Quand on dit crise Covid, c'est un petit peu comme quand on dit crise de Cuba, hein, d'une certaine façon, dans le sens où c'est une crise politique aussi, de représentation politique pour certaines personnes dont la parole n'a pas été représentée. Et on peut dire aussi quand même que c'est vrai que les masques qu'on voit dans un épisode particulier qui porte sur la santé rappellent cette période, c'est vrai, mais à cette différence près que dans la BD, s'il n'y a pas eu de contestation possible dans l'épisode non plus, et que les experts dominent, les experts d'État décident, ici il s'agit quand même du fonctionnement normal d'une société, alors que ce qu'on a vécu, croisons les doigts, est censé être de l'ordre de l'exceptionnel et relever de l'état d'urgence. Il y a un certain nombre de mesures anticonstitutionnelles qui ont pu être prises au nom de l'état d'urgence sanitaire. Donc c'est quand même une différence à faire, je ferme ma parenthèse, parce que de toute façon, moi au début je croyais que c'était un texte sur une société hygiéniste, et que ce texte était plus là, dans cet ensemble, que c'était représentatif. En réalité, ce n'est pas le tout de SOS Bonheur. On parle vraiment des abus d'un État-providence tout-puissant dans tout un tas de domaines et d'une administration écrasante, mais dans toutes les sphères de la vie. J'ai redécouvert cette BD en lisant Mémoire d'écriture de Jean Van Damme. J'avais acheté ce livre puisque je voulais avoir quelques informations sur 13 notamment pour ma chronique 13. Alors j'ai eu beaucoup de Jean Van Damme d'un coup là sur la chaîne avec tout ça. Avant de développer un petit peu sur le contenu des épisodes et la thématique, je vais pas vous spoiler les épisodes, mais je vais un peu développer des petites réflexions. Je voudrais dire 2 mots à propos de la jeunesse de ce projet, du point de vue de Van Damme, où est-ce qu'il en était, du point de vue de sa carrière. Tout ça je l'ai appris à travers le livre, hein. Alors je ne sais pas si vous le saviez, mais Van Damme a quitté son job chez Philips, entre guillemets chez Philips, en 1976, et c'est là qu'il a commencé à essayer de vivre à plein temps de sa plume, entre autres de la BD, mais aussi en termes de romans et
bon, il avait déjà travaillé pour la BD, il avait fait des petits gags pour Spirou, je crois, et tout ça, mais il a voulu se lancer définitivement. Et au moment où il aurait pu monter dans sa boîte, il a définitivement décidé de se consacrer à ça. Alors il a lancé Torgal à la fin des années 70, mais qui a eu un gros succès par la suite, mais qui n'a pas explosé tout de suite. Et il a aussi pu publier Largo Winch, mais dans sa forme de roman, sa première forme de roman, chez Mercure de France. Ça, vous le savez déjà si vous avez vu ma chronique sur mon documentaire sur 13, pour les 40 ans de 13. Alors, il faut savoir qu'en droit d'auteur, l'audiovisuel rapporte plus. Je ne sais pas si c'est encore le cas maintenant, mais écrire pour la télé rapportait plus. Donc, Van Damme, pour, entre guillemets, arrondir ses fins de mois et se faire une réputation, un réseau sans doute, c'est ce qu'il a fait. Donc, il a écrit, je crois, un téléfilm et un film. Et inspiré par l'un de ses ex-collègues, il a eu l'idée d'SOS Bonheur. En fait, cet ex-collègue, qui était dans un autre étage de sa boîte, on lui avait demandé de réaliser une tâche vraiment rébarbative et un peu abrutissante, mais en une occasion en fait. On lui avait demandé d'établir toute une série de chiffres, un relevé quoi, de données. Mais sauf que cet homme, il a continué à faire ce travail tout le long de sa carrière. Ce qui fait que Van Damme recevait ça sur son bureau aussi, se relevait sans tout savoir à quoi correspondaient ces chiffres. Alors, ce qui ressemble à un gag, au final, lui en a fait en 79 une réalité angoissante à travers son scénario du premier SOS Bonheur qui est consacré justement au travail, qui fait penser aujourd'hui au bullshit job et à la recherche de sens inévitable quand on fait un travail abrutissant et la façon dont on peut essayer de chercher une motivation à travailler malgré qu'on n'en ressente pas le sens, quoi. Pour ce qui concerne le titre SOS Bonheur, je trouve que ça fait très années 80. Je sais pas si ça vous fait le même effet, mais ça me rappelle un peu la phrase de Baudrillard sur SOS Baleine, SOS Racisme, avec cette appellation qui était un peu ambiguë. Ça fait très ancré 80, je trouve. En tout cas, je trouve que SOS Bonheur, c'est assez ironique. Alors bon, SOS Racisme, c'est sans doute une maladresse, j'en sais rien, mais ça m'amuse un peu de voir que tout ça correspond à une même époque. Mais en tout cas, c'est bien trouvé comme titre. Malheureusement, donc en 80, la chaîne qui a été prête à signer un contrat pour en faire une série télé de ces scénarios n'a pas voulu aller jusqu'au bout parce qu'elle a estimé le projet trop dur. À mon avis, ils ont dû penser que ça correspondait pas à leur idée d'un divertissement. Et la fameuse phrase de temps de cerveau disponible qui est arrivée beaucoup plus tard. Et peut-être que Van Damme était un peu idéaliste, voire un peu naïf, entre guillemets, d'espérer transposer de telles histoires en téléfilm. Mais donc, toujours est-il qu'en 82, il dîne Van Damme avec Philippe Van Horen, qui est le rédacteur en chef de Spirou. Il lui parle du projet. Et cet éditeur était assez courageux et un peu à rebours-poil de son lectorat. Il a voulu proposer cette histoire en BD. Dans Spirou, donc, qui pourtant était surtout dominé par l'histoire enfantine avec des gags. Mais il a trouvé de la qualité dans ce projet et il a voulu donner un peu de grain à moudre aussi à ses lecteurs, sans doute leur proposer un autre univers. Mais c'est comme ça, en tout cas, qu'il a sauvé des limbes des scénarios perdus, le projet SOS Bonheur de Jean Van Damme. Et donc, à la suite de ça, il a mis Jean Van Damme en contact avec Griffo, le dessinateur. Alors pour dire un mot de ces illustrations, de ces dessins, j'ai pu voir que beaucoup de personnes quand même critiquent le dessin. Personnellement, j'essaie un peu de me mettre au graphisme, en tout cas à l'illustration, donc j'ai pas envie d'avoir la main trop lourde sur les dessinateurs en général. Je trouve que c'est très difficile de faire des belles illustrations. Mais je suis pas complètement fan des dessins. Mais je trouve qu'ils ont un aspect réaliste et morose, on va dire, presque anxiogène, qui correspond bien à la tonalité du scénario. Les physionomies aussi sont très réussies, suffisamment quotidiennes aussi, réalistes. Il m'a semblé que certains bâtiments, certains immeubles manquaient un peu de réalisme, par contre, étaient un peu moins réussis, on va dire. Mais je crois que ce qui gêne surtout les gens, à vrai dire, c'est là que je voulais en venir, c'est la colorisation en fait, qui paraît vraiment datée par endroits et un côté un peu criard. Mais voilà, je trouve que globalement le mariage est assez réussi entre le scénariste et son dessinateur. Donc pour aller maintenant un peu plus au cœur du sujet et donner mon avis sur cette lecture, l'impression que j'ai eue assez longtemps,
c'était de voir Jean Van Damme, ça donnait un exercice de style d'une certaine façon. Il y a cette histoire en tout, hein, cette histoire courte qui s'apparente à des nouvelles. Donc c'est vraiment agréable à lire, elles font entre 13-15 pages environ, et il y a une 7e histoire conclusive, synthétique d'une certaine façon, parce qu'elle rassemble les personnages et qui s'intitule La Révolution. Donc il n'y a pas de grand suspense sur le dénouement, hein, entre guillemets. J'ai l'impression que ça a donné un exercice de style, puisqu'à chaque fois il y avait une thématique, un personnage et un destin que vous pouvez un peu imaginer. En tout cas un destin difficile. Les dénouements sont forcément fatals, vous imaginez bien dans une telle société. Si on veut créer une histoire crédible, c'est pour ça sans doute que la télé avait refusé le projet. Chacun à son échelle, à sa place, est en révolte, en butte contre ce système, mais d'ailleurs on prend presque un intérêt malsain, je me rends compte en parlant, on prend presque un intérêt malsain à voir à observer cet animal qui au sein du troupeau se met à contre-courant des autres, à se demander tiens comment ça peut se terminer quoi. Alors évidemment il se fait massacrer, il se fait écraser, mais donc les dénouements sont pas joyeux, mais ça donne à voir les contradictions aussi en même temps de cette société qui sont dites haut et fort par ces personnages, et s'en dit long sur le désir de cette société d'avoir un contrôle sur le peuple, qui est en fait le vrai fondement de tout ça. Mais s'il n'y avait pas cette 7e BD, je dois dire, de 54 pages, je resterais un petit peu sur ma faim, je pense. J'aurais une impression un peu trop légère, d'avoir vu quelque chose d'un peu trop dilué. Alors pour autant, les thèmes sont intéressants. D'ailleurs, on peut voir des concepts et des idées qui annoncent d'autres choses dans l'écriture de Jean Van Damme, d'autres idées futures. Par exemple, il y a un personnage dans l'une des histoires qui est doublé par un acteur pour sa représentation publique. Donc c'est avec un thème du double hein, qui annonce un peu 13. Hein. Le twist final aussi, j'en reparlerai. Mais on sent un Jean Van Damme qui a dont le talent est un peu en gestation, mais qui s'attaque à des sujets pertinents et qui annonce certaines choses aussi au passage. Il a dû lire de la science-fiction aussi. Bon, voilà, ça porte, j'ai déjà dit, sur la santé, le fichage, mais aussi les vacances, alors ça m'a un peu amusé, et la culture. Je vais un peu revenir sur ces différents moments, ces différents thèmes, mais il y a une chose à savoir, c'est que quand même, en réalité, vous pouvez les lire dans le désordre, si vous voulez. Ça, c'est une des choses que je voulais dire. Les histoires ne se font pas écho chronologiquement les unes aux autres au départ. C'est juste le 7e épisode qui rattache tout ça de façon un peu artificielle, avec un Jean Van Damme qui coud un peu tout ça ensemble. On devine un peu les coutures, mais ça reste quand même la clé de voûte de l'ensemble, ce 7e épisode. Ça me rappelle 13 où j'expliquais que Jean Van Damme n'avait pas tout anticipé. C'est pas un scénariste qui anticipe tout, malgré qu'il en ait l'air. Mais bon, en tout cas, ce qui ressort de tout ça, c'est le grand désir de liberté de chacun de ces personnages. À chaque fois, c'est ce qu'on voit s'exprimer dans chacune des aventures, des 6 premières, pour faire un petit focus là-dessus. Et là où je peux faire un parallèle avec l'époque d'aujourd'hui, c'est que, bon, aujourd'hui, quand on entend le mot liberté, on entend liberté de faire n'importe quoi. C'est-à-dire de faire des conneries d'une certaine façon. Libre de faire n'importe quoi. Ça, on le retrouve pas mal dans le livre, ce jugement des pairs, en fait, puisqu'on peut l'appeler comme ça. Jugement horizontal, comme ça, des uns par les autres. Et cette rivalité horizontale qui est organisée, d'ailleurs, hein, et qui empêche de regarder en haut, du point de vue du pouvoir. Et c'est la spécificité de ces personnages qui veulent être libres. Ils regardent vers le haut, vers l'arbitraire, ils questionnent les normes, les règles. Et il y a une chose qui est amusante, c'est qu'il y a une fable de La Fontaine qui est citée à ce propos, en fait, par Van Damme, qui présente bien, en fait, d'une certaine façon, ces personnages comme des loups, en prenant comme référence la fable du loup et du chien de La Fontaine. Puisque, en fait, chacune des histoires qu'il a écrites est une mise en scène, d'une certaine façon, de cette allégorie et de ce dilemme dans la fable du loup et du chien entre la sécurité et la liberté. Alors si jamais vous ne connaissez pas cette fable, vous avez d'une part le chien qui est nourri, logé certainement, je me souviens plus trop, et donc vous avez le loup qui l'en vient un peu, qui remarque des marques sur ses pattes,
Et le chien dit, il lui répond, ben, c'est rien, donc c'est un problème des chênes. Et donc ça n'intéresse plus du tout le loup, tout à coup, qui s'en va, quoi, qui s'éloigne de ses camarades. Alors j'ai déjà parlé du premier épisode sur le monde du travail, j'ai déjà évoqué. Vous pouvez imaginer le devenir de cette personne qui pose un peu trop de questions dans son environnement professionnel, qui n'arrive pas à se contenter de toucher un salaire et dont la quête de sens va le mener à sa perte. Par contre, il y a un autre épisode que je trouve assez marrant dans son idée et plus révélateur qu'il y paraît sur notre société même d'aujourd'hui, c'est l'épisode sur les vacances. Puisque, dans cette BD, je l'ai peut-être pas assez dit, mais l'État régente vraiment tout. J'ai un peu dit en intro déjà, mais il administre vraiment la vie des gens de A à Z. Et ici, donc, ils attribuent un mois de vacances à chacun selon un profil social, dont les critères ne sont pas donnés, hein. Alors, soi-disant, au prétexte d'éviter les embouteillages, il y a toujours des prétextes. Mais alors, ça ne suffit pas encore, parce qu'il faut que ces gens soient mis dans un groupe et qu'ils suivent les activités prévues de façon fixe, dans des sortes de camps de vacances d'État, hein, et qu'ils aiment leur gentil animateur et qu'ils soient agréables avec les autres d'une certaine façon. Alors là, on voit à fond ce jugement des pairs, l'interdiction d'avoir des moments à soi. Et moi, ça me fait penser à la phrase de Bernanos sur la modernité. Je vais vous la mettre en citation, mais c'est la phrase qui dit que la vie moderne fait penser à une conspiration contre toute forme de vie intérieure. Et là, ici, on le voit parfaitement. Moi, ça m'a amusé et beaucoup interpellé. Le côté, au nom d'un dénominateur commun arbitraire, un profil social, on vous met ensemble, vous êtes censés vous entendre, obéir aux règles et prendre plaisir même à être avec le groupe. La solitude est suspecte, quoi. Ça m'a énormément parlé. Il y a un côté termitière humaine qui est assez effrayant. Alors peut-être que Jean Van Damme prend cette histoire avec un peu de dérision aujourd'hui, mais elle n'est pas si éloignée de notre actualité, entre guillemets, avec des communautarismes et des communautés qui se développent au niveau culturel ou autre, hein. Même au niveau culturel, je veux dire, avec la pop culture, qui n'est pas toujours si sympathique que ça. Il y a beaucoup de normes, d'attentes de comportement. Tout ça peut créer une sorte de termitière un peu inquiétante. Tout écart à la norme peut devenir intolérable avec tout ça, quoi. C'est ce que je veux dire. Et là, on a un vieux monsieur dans cet épisode qu'on empêche de lire tout seul, qu'on emmerde. Et... Bon, moi, j'en ris beaucoup parce que je l'ai un peu vécu, en fait, à l'hôpital quand j'avais 10 ans. J'ai été hospitalisé 3 semaines. Et l'animatrice voulait toujours que j'aille jouer avec les enfants dans la salle de jeu, en fait, sous prétexte qu'ils avaient mon âge. J'étais censé m'entendre avec ces gens-là. Alors que moi, je voulais rester un peu dans ma chambre, pas dans mon coin, mais dans ma chambre, dans ma tête, en fait, pour réaliser une BD, justement. Bon, ça, c'est le hasard, mais je créais une BD, c'est comme ça que je me sentais bien, mieux, et que je sublimais toute cette merde pour moi, hein, parce que c'était pas extraordinaire non plus, mais ça m'avait fait du bien. Donc voilà, ça m'a interpellé cette histoire. Sinon, il y a un épisode sur le fichage qui a été fait par Van Damme, ce qui était une belle intuition, encore une fois, puisqu'il a vu qu'avec les possibilités de fichage généralisé, on pourrait avoir une espèce de grand profil électronique qui centralise tout sur une même carte. Je veux dire santé, économie et tout ça. Alors moi, en mettant dans une perspective politique-fiction, dystopique, j'ai cru qu'il allait raconter la façon dont cette carte pourrait faire taire les opposants, en leur supprimant leurs droits bancaires, en fait. Je sais pas si c'est la bonne expression, mais au final, Jean Van Damme part sur une autre piste qui est plus ironique et plus humoristique, que je vous laisse découvrir. Du point de vue de la culture, il y a une histoire où être écrivain nécessite une estampille de l'État. On ne peut être publié que celui qui a été reconnu par l'État, par un diplôme d'État, comme écrivain, avec un rang et tout ça. Alors le personnage principal de l'histoire est reconnu comme vraiment brillantissime. Et le problème, c'est qu'il écrit des histoires qui déplaisent quand même aux éditeurs, malgré tout. Bon, il a le droit d'écrire, mais il doit quand même soumettre ses manuscrits. Mais ses thèmes ne plaisent pas et ne correspondent pas à l'idéologie, en fait, du régime. Alors au début, je pensais que ça allait partir sur le rôle de l'État, la subvention de la culture. Alors c'est un petit peu ça, puisque au final, là je vous vends la mèche, mais
en gros, il est obligé de vivre sa vie d'écrivain en contrebande, quoi. Il est obligé de les vendre en contrebande, ses livres. Alors, moi, je trouvais ça quand même intéressant par rapport à la façon dont une idéologie se développe dans un imaginaire. Il y a quand même un contrôle des univers qui a lieu dans la BD. Alors nous, dans notre monde, on peut tous publier sur Amazon, mais on a tous aussi comme ça le droit d'être invisible. C'est-à-dire qu'il faut quand même se rendre compte que c'est le tirage qui donne la visibilité. Alors est-ce que dans notre monde d'aujourd'hui, on se sert aussi des livres pour dire certaines choses et pas d'autres, mettre certaines choses sous étiquette noire? Est-ce qu'on ne cherche pas à créer deux camps binaires qui sont très agressifs l'un envers l'autre et à écarter les personnes qui sont dans la nuance? Moi, je pense qu'il y a des éditeurs de droite et des éditeurs de gauche, en pensant bien à la caméra, et que ça se voit, et qu'on tombe dans une binarité dans la politique. Et là, c'est aussi ce qu'on voit, c'est une forme de pensée unique, mais chez nous, à deux visages, ici, à un seul visage. Mais on voit que c'est un climat de guerre qui existe aussi bien dans la BD que dans notre monde, puisque quand il n'y a que deux camps ou qu'une rivalité horizontale est favorisée, c'est qu'on est en guerre, quoi. Et puisque nous sommes en guerre, je vais évoquer maintenant la BD sur la santé. Alors dans cette BD ici, pour bénéficier du remboursement des soins, il faut être affilié à un organisme dont j'ai oublié l'acronyme, mais il y a plein de petits acronymes, il y a des noms que tu as inventés, des règles. Enfin, il y a les enfants illégitimes nés malgré l'interdiction des naissances, tout ça. J'ai un peu perdu tout ça de vue là. Mais il y a des organisations et des acronymes un peu partout, ce qui est assez typique aussi. Donc par rapport à la santé, en tout cas, on voit bien que ceux qui ne sont pas affiliés sont complètement livrés à eux-mêmes. Ils sont responsabilisés à mort d'une part, contrairement aux autres qui sont déresponsabilisés par l'État. Eux, ils sont responsabilisés à mort et ils subissent vraiment une grande agressivité de la part aussi bien de l'État et de leur père, quoi. Et alors on pourrait faire un parallèle bien sûr avec une forme de passe sanitaire. Alors j'expliquais déjà que le contexte n'est pas le même, hein. Ici il n'y a pas d'état d'urgence et compagnie, mais ça fait quand même un peu écho avec notre réalité, parce qu'il y a quand même eu ce discours qui consiste à dire que ceux qui ne prennent pas le vaccin, qui se démerdent, qu'on aille les chercher, l'un des deux. Ou alors un discours consistant à dire qu'on ne devrait pas les accepter aux urgences. Alors ça n'a pas été fait tout ça, tant mieux, hein, mais c'est des idées qui ont été avancées, qui n'auraient jamais dû être avancées. Et on est obligé de reconnaître quand même qu'il y a un certain écho dans cette BD à ce qui s'est passé il y a quelques années. Pour sortir un peu de tout ça, il y a un aspect quand même amusant, c'est l'aspect Wet Watchers de cette BD, qui est plus léger que tout ce que je viens de dire. C'est-à-dire qu'il y a un côté, vous avez un régime diététique à point, imposé par l'État par contre, et alors vous pouvez pas aller au restaurant, mais parce que vous avez mangé assez de protéines par exemple, vous voyez, ce genre de truc. Donc ça m'a un peu amusé. Il n'y a pas de fermeture des loisirs, parce que chez nous, c'est ce qu'on a connu. On n'a pas, pendant le Covid, là, je faut continuer le parallèle, on n'a pas empêché les gens de manger. Et ici, donc, c'est plutôt autour d'un hygiénisme généralisé, dont les masques ne sont qu'une partie. Mais il y a toujours ce côté, une expertise, une répression et une liberté et une responsabilité fortement combattues. Et puis on demande aux gens d'être en bonne santé, mais en les intimidant, les menaçant et en leur collant des amendes, quoi. Alors moi j'ai jamais vu qui que ce soit faire le bien de quelqu'un en l'intimidant, l'agressant ou en le menaçant d'amende. Et on vous vaccinera de force. Moi je vous ferai emmener par 2 policiers au centre de vaccination. Parfaitement. J'espère que t'es pas sérieux. Si, je suis très sérieux. Il faut aller les chercher avec les dents. Et avec les menottes s'il faut. Donc là on voit que ça peut aller loin aussi dans la BD, puisque la femme qui désobéit à tout cet ordre, tout le monde est prêt à la battre à mort quasiment à la fin. Donc si on pense aux moments les plus extrêmes de la crise du Covid, ça peut rappeler de mauvais souvenirs, quoi. Donc ce que je retiens en tout cas des personnages de ces 6 portraits, c'est une aspiration commune à la liberté, qui est positive, qui n'est pas la liberté de faire n'importe quoi, mais la liberté d'avoir un espace à soi, une vie intérieure, pour arbitrer le bien et le mal, le mieux et le pire, et les conséquences de ses actes, et pouvoir faire les meilleurs choix possibles, parce que la liberté, être libre, ça commence peut-être par savoir ce qu'on veut en fait.
Et donc chacun de ces personnages creuse cet espace où il essaie de trouver ce qu'il veut finalement, malgré toutes ces interférences à la fois culturelles, tous ces impôts et toutes ces complications administratives, etc. Bon, vous m'excuserez du coup d'avoir fait un peu longtemps parler le texte, mais je trouvais ça intéressant. J'en viens maintenant au dernier épisode de cette série sur la Révolution. Je vais essayer de faire court, puisque la vidéo est déjà pas mal longue. Mais dans cette BD, tout simplement, il y a un personnage principal nouveau qui se dessine, qui se met en avant. C'est un personnage, il me semble, d'inspecteur de police, enfin quelque chose de ce genre-là. Et on le découvre au début en dînant avec un avocat. Et il parle à cet avocat de ses découvertes, enfin de ce qu'il croit avoir découvert quant à une sous-culture, à une résistance, à des enfants illégaux et tout ça, parce qu'en fait il recherche lui-même, je crois que c'est sa nièce. Donc il aimerait beaucoup nouer contact avec ces gens-là. Et c'est comme ça qu'il découvre qu'une révolution s'organise secrètement. Alors ce qui est marrant, c'est que le personnage dont je parle apparaît sur la couverture du livre, d'ailleurs qui est assez belle je trouve, qui a été réalisée après coup. Et bon, moi, comme pour 13 dans le premier tome, j'avais à moitié cru reconnaître les traits de Jean Van Damme dans ce personnage. Bon, en fait, j'avais tout faux, parce qu'il serait inspiré du physique de Lino Ventura. Et c'est vrai qu'une fois qu'on l'a vu, une fois qu'on le sait, on ne sait plus ne plus le voir, en fait. Donc, je trouve ça assez comique. J'ai pas envie de spoiler cet épisode, mais c'est dans cet épisode que le fond le plus orwellien du projet apparaît le plus en fait. Le fond le plus conspirationniste entre guillemets au sens où 13 l'a été, avec une organisation secrète peut-être. Dans un premier temps on craint un peu une sorte de happy ending un peu niaise, un peu niais, qui serait forcément niais, puisque c'est pas en renversant le régime, c'est pas en inversant la force, en faisant preuve de violence dans l'autre sens qu'on va résoudre l'histoire, qu'on va résoudre les problèmes sociaux, parce que ça maintient cette rivalité horizontale. Et la vraie solution, c'est une solution profonde, une solution spirituelle en fait, au sens intellectuel du terme, qui demande de la finesse, du vice, au sens politicien aussi du terme. Mais donc là, on veut tout renverser, on est dans la chaleur, dans le mouvement, et on sait que ça va mal finir. Et heureusement, Jean Van Damme en a tenu compte, et il en a très bien tenu compte. Alors, il y a des aspects qu'on trouve dans 1984 qu'on ne trouve pas du tout ici. Alors, c'est d'une part la novlangue, là, le langage qui structure l'imaginaire et la pensée, ça, on n'a pas tellement. Et on n'a pas non plus trop la notion de surveillance généralisée, au sens où il n'y a pas des télécrans partout. Donc il y a une surveillance policière, mais il y a moins le gadget, si vous voulez, du télécran, le côté interconnecté. Mais au sens économique, on va dire, au sens de la politique économique, d'ailleurs, il y avait un livre de Marx qui avait l'air important, critique de l'économie politique, qui montrait bien le primat de l'économie sur le politique. Et ça, j'ai l'impression que c'est un peu ce en croit Van Damme, ou ce dont il veut parler. C'est la conclusion qui me fait dire ça, puisque la philosophie qui a l'air de guider la conclusion choisie par Jean Van Damme en termes politiques, on va dire, c'est que malgré cette révolution qui a lieu, on continue de socialiser les pertes, enfin, mutualiser les pertes et privatiser les profits. C'est là que le fond, on va dire, conspirationniste de l'histoire ressort, puisque une autre élite apparaît. Bon. Je vais mettre une malise de spoiler de toute façon. Mais bon, comment ne pas en parler pour vous dire ce que le texte a d'orwellien. Je suis bien obligé de vous dévoiler ça, d'autant que chez Orwell aussi, il y a un ennemi, n'est-ce pas? Il y a un ennemi officiel, mais je ne vais pas aller plus loin. Donc voilà mon avis général un peu sur cette intégrale SOS Bonheur, mais c'est que ça se lit bien, c'est comme des nouvelles, ça se lit assez vite d'ailleurs, les thèmes sont intéressants, ils sont avant-gardistes par certains aspects, par d'autres ils ont un peu daté. Est-ce que c'est le chef-d'œuvre que certains disent? Bon, à la limite, mon avis là-dessus, on s'en fiche un peu. Moi, c'est pas exactement mon sentiment, je dois quand même être honnête. Même si j'ai vraiment aimé le parcourir. Je pense que c'était, comme je viens de le dire, assez osé pour l'époque. Il y a pas mal de bonnes intuitions. C'est rare en BD aussi, à mon avis, je ne suis pas un grand connaisseur de BD, mais ça a l'air d'avoir ouvert en tout cas une voie qui n'existait pas forcément avant. Et bon, alors moi j'ai pas totalement cru, si vous voulez, dans cette unité, comme je l'ai dit aussi.
Le lien à 1984, on le comprend. C'est autre chose, et ça correspond bien finalement au tempérament de Jean Van Damme, qui, à mon avis, est plus politique que philosophique. Politique au sens économique, plutôt que philosophique, on va dire dans le sens d'une réflexion sur la technique, vous voyez, qu'on peut aussi trouver chez Orwell, et sur le langage. Donc voilà un peu en quoi il s'est distingué dans ce livre-là. En tout cas, c'est une lecture que je conseillerais déjà, ne serait-ce que parce qu'elle sort un peu des sentiers battus. Moi, j'aime bien les tentatives comme ça, j'aime bien les projets un peu originaux, et ça en fait clairement partie. Et moi, ça m'a vraiment beaucoup plu de découvrir cette BD. Voilà. À bientôt.